je vais parler de liberté avant de parler de droit, d'une façon synergique. Et on ne part pas de l'illusion pour un artiste tout seul, et puis après des petites mains qui vont simplement l'aider pour que ça arrive à un grand public, et qu'une politique culturelle pourrait se réduire à faire un lien entre l'artiste et son public, et comme on dit d'une façon quand même très très réductrice. Mais vous avez les uns et les autres l'expérience de la synergie des libertés. C'est-à-dire que nous avons l'habitude de dire que 1789, c'était ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Maintenant, c'est ma liberté commence là où commence celle des autres. Autrement dit, on a tous besoin de travailler avec des gens libres et intelligents et doués dans leur domaine, quel qu'il soit, n'est-ce pas, pour soi-même être plus libre et plus intelligent et plus doué dans son domaine. Puisque pour sortir ce qu'on a en soi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous le demande, et qu'il nous le demande avec intelligence et tact, et une fort désir. Et là, à l'évidence, vous avez chacune, sinon vous avez cherché un autre job, un fort désir qui a besoin d'une façon complètement vitale de rencontrer le désir intelligent des autres. Je dis désir intelligent parce que c'est là qu'on est un peu dans l'essentiel du culturel. Donc on a une posture qui immédiatement est intéressante au cœur du sujet. On n'est pas dans l'illusion ni d'un individualisme où chacun va défendre son job et puis les autres n'ont qu'à le respecter, point à la ligne, mais que ces libertés sont directement des responsabilités. On a l'habitude de parler de co-responsabilité, on a moins l'habitude de parler de co-liberté. Et on pourrait même dire de co-droit, c'est-à-dire que pour exercer mes libertés, j'ai besoin de l'exercice des libertés des autres, j'ai besoin que les autres soient responsables et moi d'être responsable par rapport à moi et par rapport aux autres, j'ai besoin de fabriquer, de construire des structures dans lesquelles chacun puisse exercer son droit. Ce qui veut dire aussi qu'une équipe n'est vraiment forte dans cette responsabilité commune de développer des pratiques culturelles excellentes que dans la mesure où elle est ouverte. Et qu'elle va chercher l'excellence pas seulement dans son corps de métier, ou ses corps de métier, ses métiers qui font corps, mais qu'elle doit chercher elle-même son excellence dans le désir des autres, ceux qui sont invités, ceux qui viennent à un concert, ceux que vous allez chercher quand vous allez les chercher avec une activité musicale, une activité de communication, une activité aussi de recherche de fonds, ça fait partie de la communication aussi, une activité évidemment de formation. Alors je vais vous dire un mot introductif sur les droits culturels au sein des droits humains, de l'ensemble des droits humains, pour éviter de penser que les droits culturels c'est une nouvelle mode qui vient comme ça. Hein. Tout d'un coup, brusquement, c'est passé dans la loi NOTE, c'est passé dans la loi CAP, et puis directement, il y a des gens qui ouvrent des droits culturels partout, par-ci, par-là. Il y en a au contraire qui mettent les pieds contre les murs en disant qu'est-ce que c'est que ces nouveaux trucs, et puis on va faire du populisme ou du relativisme ou du communautarisme et autres ismes. Et il est clair que on est, j'allais dire, au cœur des questions les plus sensibles. Et donc c'est normal que ça passe sursauter. Ça passe sursauter parce qu'on touche au cœur du sujet. Alors, pourquoi au cœur du sujet? Parce que notre culture, c'est comme notre peau, c'est totalement superficiel et en même temps c'est intime. Donc si quelqu'un me touche, soit pour me frapper, soit pour me caresser, il me touche en surface et en même temps il me touche au cœur. Et il en va de même de notre voix, hein, qui est superficielle, ça peut être un baratin sans aucun sens,
En même temps, si c'est fort, si c'est, je dirais, authentique, ça veut dire qu'il montre une source, hein, une ressource, et une source qui montre un chemin vers une source qui se cherche toujours, mais qui peut quand même se révéler, à ce moment-là, elle est intime. Mais c'est une intimité qui peut être partagée, et c'est donc l'expérience que vous faites, que vous cherchez à faire. J'imagine que ça ne marche pas non plus chez vous tous les jours, mais que vous cherchez à faire en essayant de partager cette passion. Cette passion qui, encore une fois, c'est la passion des musiciens au sens des interprètes, c'est la passion des compositeurs, c'est la passion des administrateurs, c'est la passion des gens qui veulent communiquer cette passion, à l'interne comme à l'externe, parce que c'est pas non plus facile de communiquer si j'en vois dans mon entreprise qui est mon université, même si je suis à la retraite depuis le 1er septembre, qu'on a créé un observatoire sous forme associative pour continuer ce travail. Dans mon université, c'est pas du tout évident de dire aux équipes académiques que leur liberté académique n'a de sens que si elles sont couplées à leur responsabilité académique. Ce sont dont on ne parle pas beaucoup. Donc même chose, nos libertés artistiques sont complètement couplées aux responsabilités artistiques. Les responsabilités artistiques étant celles de répondre aux droits des uns et des autres, hein, à l'intérieur de l'équipe comme à l'extérieur. Donc si vous voulez, d'abord un peu de cette grammaire politique. Pour nous, les droits de l'homme, c'est la grammaire de la démocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une politique publique. Quand on dit une politique publique, c'est pas seulement la politique qui est faite par des élus, qui est faite par ce qu'on appelle bêtement des techniciens, mais qui est portée par vous et moi aussi, dans la mesure où nous sommes tous partenaires d'une politique publique. Donc une politique publique en démocratie n'est légitime que dans la mesure où elle répond aux droits fondamentaux des personnes. Et donc en répondant aux droits fondamentaux des personnes, ça ne veut pas dire la meilleure logique d'offre pour des consommateurs citoyens, mais ça veut dire une co-responsabilité pour entretenir des systèmes culturels, des écosystèmes culturels de qualité, pour que chacun, chacune, chaque habitant d'un pays, habitant qui passe ou habitant qui demeure plus longtemps, eh bien, puisse accéder à des ressources culturelles de qualité. Accéder à des ressources culturelles de qualité, c'est là une façon déjà simple, hein, de dire une première étape de ce que c'est qu'un droit culturel. Alors, dans l'ensemble des droits de l'homme, depuis la déclaration de 1948 des Nations Unies, vous avez les droits civils et politiques d'un côté, les droits économiques, sociaux et culturels de l'autre. Les droits civils et politiques, c'est une approche plus libérale, c'est-à-dire que l'État ne doit pas trop s'investir et chacun doit être extrêmement libre. Et vous savez que dans les pays très libéraux, comme le mien, comme la Suisse, eh bien, la vie culturelle, c'est surtout de l'affaire privée. Donc on ne veut pas que ce soit l'État qui dicte des choix culturels, la tendance, conflictuelle bien entendu. Et d'un côté de tradition plus sociale, c'est les droits économiques, sociaux et culturels qui comptent au contraire. Pourquoi? Parce que là, il faut plus d'État. Il faut un État social qui assure aussi bien des hôpitaux, des écoles, que des institutions artistiques de grande dimension. Et donc ça, c'était l'époque 48, début de la guerre froide. Et donc le bloc de l'Est disait les vrais droits, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels. Et en Union soviétique, on pouvait aller à l'opéra, au cinéma, pour une rouble, pour le prix d'un kilo de pain ou d'un litre de lait. Mais évidemment, c'était la culture officielle. Et dans les pays de l'Ouest, on dit non, la vraie liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, de ne pas être torturé, de ne pas être censuré, d'avoir accès à une presse libre et indépendante. Et donc vous aviez les droits, la déclaration, ensuite elle s'est exprimée dans deux traités contraignants, et un sur le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, et un sur les pactes sur les droits civils et politiques, puisque la communauté internationale de l'époque ne pouvait pas se mettre d'accord sur cet enjeu politique fondamental qui est
l'unité de tous les droits de l'homme. Autrement dit, qu'il n'est pas plus grave de mourir de faim, ou de voir son enfant mourir de faim dans ses bras, que d'être torturé. On est au même niveau des droits tout à fait fondamentaux qui mettent directement en jeu la dignité humaine. Alors les droits culturels là-dedans, le droit d'aller au cinéma ou à l'opéra, c'est quand même beaucoup moins important que de ne pas se faire torturer, de ne pas se faire censurer. Hein. Donc c'était resté un peu la dernière roue du char, voilà, comme on dit. Important. Ça a resté comme ça plus ou moins jusqu'à 2001. 2001, c'est la déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Et, je vous la fais bref, hein, on va aller au cœur du sujet. Avant 2001, la diversité, c'est vraiment ce qui nous embête. La diversité, c'est ce qui empêche le progrès, c'est évidemment ce qui empêche le grand marché ultralibéral, c'est ce qui empêche aussi l'universalité de la démocratie, parce que vous avez des peuples, des régimes autoritaires, tout ça, qui prétextent toujours de leur diversité culturelle pour ne pas accepter une démocratie supposée occidentale. Même chose pour les droits humains, même chose pour la science. La science n'étant pas dans la diversité culturelle, elle est au-delà des cultures. Je ne sais pas si quelqu'un a dit la même chose de la musique. D'une certaine façon, oui, mais évidemment, dire qu'elle n'est pas culturelle, ça devrait quand même faire très mal aux oreilles. La majorité des États, c'est-à-dire tous sauf deux à peu près, les États-Unis notamment, ont affirmé que la diversité culturelle, c'était au contraire le patrimoine commun. Le patrimoine commun de l'universalité, le patrimoine commun de l'humanité, c'est-à-dire qu'on va chercher dans la diversité des cultures, on va chercher la richesse de l'universalité. Et vous pouvez voir de votre côté, au niveau musical, on peut aller chercher dans la diversité des traditions musicales des leçons, pas pour dire que tout serait au même niveau, bien entendu, mais pour dire qu'il y a des formes de génie musical, il y a des formes de génie artistique qui peuvent venir d'un peu partout et qui peuvent nous surprendre. Et non seulement c'est intéressant, j'imagine, du point de vue strictement musical, mais c'est évidemment intéressant d'un point de vue beaucoup plus général de communication entre les hommes et les femmes, avec une diversité d'approches, une diversité de milieux. Et j'imagine que quand, comment dire, que la notion de résonance ici compte, c'est ça, et qu'on ne joue pas devant n'importe qui, on ne joue pas avec n'importe qui, comme on ne parle pas de la même façon devant des publics différents, des personnes différentes. Et le fait de pouvoir travailler d'une façon interculturelle est un enrichissement à l'intérieur de sa propre spécialité, en plus d'une ouverture d'esprit. Donc voilà, 2001, on déclare, et dans l'article 5 de cette déclaration sur la diversité culturelle, on y met les droits culturels. J'ai participé à la rédaction de cet article, c'est pour ça que je sais exactement ce qu'il y a dedans. Nous travaillons depuis à peu près la fin des années 80 sur les droits culturels. Et la déclaration que vous avez là sous les yeux est une synthèse informelle, je dirais, parce que ce n'est pas un texte officiel ratifié par les États. C'est un texte d'un groupe de travail international assez large, en collaboration étroite avec beaucoup d'experts des Nations Unies, pour rassembler les droits culturels qui étaient un petit peu dispersés dans les différents instruments. Donc, en langage clair, droit culturel, c'est essentiellement l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit de participer à la vie culturelle, y compris là-dedans le droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur, on s'en est vite intéressé parce que tout de suite c'est une question de sous, donc il faut regarder de quoi il s'agit. Mais le droit de participer à la vie culturelle est resté extrêmement flou. Il est précédé par l'article 26 qui est sur le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, on ne l'appelait pas droit culturel parce qu'on pensait éducation nationale, point à la ligne. Hein. Donc on dit ça droit social, puisqu'il faut que l'État investisse dans l'éducation nationale. Mais il est évident que l'éducation, on peut dire, c'est presque le premier droit culturel, puisque c'est le droit à accéder à
l'admiration. La grande expérience de l'admiration. Je vais vous dire les droits culturels de diverses façons. Et là, on peut dire c'est le droit d'admirer, le droit de partager de l'admiration, le droit de savoir que quand on va en forêt, sous les cailloux, sous les feuilles des arbres, derrière au toucher de l'écorce, et derrière l'écorce et partout, vous avez une vie qui est complètement fabuleuse et que cette vie répond et fait appel à la vie qu'on a dans son propre corps et anime ses cinq sens d'une façon étonnante. Donc cette admiration qu'on peut appeler très scientifique, si vous voulez, l'expérience de l'observation qui dit qu'il y a de l'infini partout, tout près de soi, dedans soi, tout près de soi, dans sa peau et autour de sa peau, et qu'il faut toucher les arbres précisément pour pouvoir vivre ça, et que cette expérience-là, qu'on va faire aussi avec l'enfant qui commence à dessiner, qui commence à bouger aussi dans son corps, à s'exprimer devant les autres, à entendre, etc., dans toutes les disciplines, et qui joue aussi avec les chiffres, avec les lignes, et qui joue dans l'ambiance de classe, disons ça comme ça, mais bien entendu, je peux faire une même approche au sein même de la famille, où chaque mot n'est pas seulement un mot, mais quand on apprend le langage à un enfant, c'est toujours magique. Hein. On dit, tiens, voilà un couteau, pas tout petit, hein, pas après, un couteau, et on lui donne le couteau, en même temps, on dit le mot couteau, en même temps, on lui met dans sa main, on lui dit plutôt qu'il vaut mieux le tenir par le manche, en général, c'est important pour la suite de sa vie, et puis, et en même temps, il y a le geste, enfin, le geste et le visage qui accompagnent cela. Et donc à ce moment-là, cette expérience, on pourrait appeler ça, si vous voulez, de la sensualité qui est à la fois de l'intérieur du corps et qui passe par l'objet, forcément, toute sensualité passe par des choses, avec en même temps le son de la voix, le regard, la gestuelle, donc une intentionnalité, hein, j'aime bien cette expression d'intentionnalité, il y a quelque chose qui en soi, Merleau-Ponty parlait d'arc intentionnel, hein, vous savez bien, vous expérimentez bien ça, on a en soi son corps qui est comme un arc tendu. Voilà. Et l'intention, c'est cette tension qu'on a vers l'autre dans cette expérience j'allais dire, de l'admiration partagée, de l'objet partagé, fait résonner tout son corps par cet arc intentionnel qui peut être celui des bras, qui peut être celui de la voix, qui peut être celui du visage en entier, qui est de toute façon tout le corps, mais d'une façon ou d'une autre, et qui donne vie aux choses, qui donne vie aux objets, et qui n'a de sens, encore une fois, que si on est attiré par le regard d'un autre. Dit autrement, et un peu plus long dans l'histoire, mais assez vite, le droit culturel, c'est le droit que chacun doit pouvoir s'entendre dire « ton histoire m'intéresse ». Ton histoire m'intéresse, non pas simplement « exprime-toi, ça fait du bien, on est tous polis, on est tous tolérants et on fait un groupe de paroles », mais ton histoire m'intéresse parce que tu as quelque chose à dire qui est essentiel, que tu connais en partie, mais en partie seulement, et pour pouvoir le dire, il va falloir apprendre à l'exprimer. Donc il faudra plusieurs types de disciplines culturelles à maîtriser pour devenir libre. Plusieurs types de disciplines culturelles, puisqu'on peut tâtonner, et après, même si on a choisi plus ou moins tel ou tel domaine, qu'on devient scientifique, qu'on devient violoniste, eh bien, il y a encore, j'imagine, beaucoup de virages à prendre. Hein, pour inventer. Et ceux qui parmi vous sont dans la communication, on voit bien aussi que là, ce n'est pas du tout facile d'inventer le juste ton et d'inventer les accords de valeur qui conviennent, accords de valeur avec les personnes auxquelles on s'adresse. Il doit passer par le communicant ici, qui est un intermédiateur, qui doit être capable de porter beaucoup de voix, n'est-ce pas, à beaucoup de voix. Et il a un élément, on pourrait dire, de rétrécissement. Qu'est-ce que je vais dire de tout ce que je sais,
j'imagine, et à qui je vais dire, à des gens que je ne connais pas forcément, que je suppose, et qui puissent parler. Il y a cet aspect que chacun d'entre nous, ce que je fais maintenant aussi, puisque j'ai plein de mots qui chacun ont beaucoup de mémoire, et puis je dois faire un fil du discours avec ça, et puis vous reprenez ce fil du discours et vous refaites votre propre pelote de mots. Donc il y a cet accord de valeur, le juste ton qu'il s'agit de trouver. Donc chacun a besoin de pouvoir s'entendre dire cela, ton histoire m'intéresse, et de trouver des ressources culturelles de qualité qui lui permettent de déployer cette histoire-là. Je reviendrai après sur ce que c'est qu'une ressource culturelle de qualité, une proposition. Donc, à l'intérieur du droit de l'homme, de l'ensemble des droits de l'homme, ils sont tous au même niveau. Pourquoi les droits culturels sont déjà premier niveau d'argumentation, aussi important que les autres, et ce n'est pas simplement la pyramide de Maslow, est-ce qu'on fait en dernier. Voilà. C'est la plus grosse bêtise, sans doute, qu'on a inventée dans le domaine. Et pourquoi parce que les droits culturels, c'est quoi? C'est du droit de savoir. C'est du droit de savoir. Pas savoir au sens comme ça, un peu externe ou abstrait, déraciné, mais savoir au sens latin de sapere, goûter, qui donnait aussi bien saveur que savoir. Et ces savoirs qui sont essentiels, c'est savoir qu'on ne comprend que quand on les partage. C'est savoir qu'on ne comprend que quand on est impressionné au point qu'on peut expressionner, si j'ose dire, dans ce rapport de gestation. Voilà. On est impressionné et il faut qu'on arrive à le dire autrement, parce que si on est toujours impressionné et qu'on ne peut rien sortir, on a un problème. Voilà. Donc il faut pouvoir libérer cette puissance de vie que l'on reçoit. Et dans ce cadre-là, les droits culturels vont être au principe même de tous les droits humains, et non pas quelque chose de secondaire ni de tertiaire, mais au principe même. Je reprends le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que si on n'a pas une éducation de qualité, je reviens sur les deux qualités, en droit de l'homme, on est très normatif. Je vais expliquer pourquoi on peut être normatif sans être surplombant. Si vous n'avez pas une éducation de qualité, bon là c'est assez facile à dire, si vous avez un enfant dont tous les instituteurs l'ennuient et qui n'a aucun plaisir d'aller à l'école et que c'est une torture, on voit bien que c'est pas... Tandis que l'inverse, on voit bien aussi, un enfant qui s'épanouit complètement, il adore l'école, il adore ses copains, ses copines, ses enseignants, et ça interagit avec la maison, et qu'en même temps il apprend à regarder les choses, que c'est pas simplement une école sympa, mais qu'effectivement il s'épanouit, il ouvre, il questionne de plus en plus. Donc on n'a pas besoin de formulation savante pour avoir l'intuition de ce que... Après, ça se définit concrètement. Mais et ce qui est valable pour un enfant n'est pas forcément valable pour l'autre. Toujours est-il que si un enfant a été éteint au lieu d'être allumé, dans la mesure où il a été éteint ou dans la mesure où il a été allumé, il est clair que ça va soit péjorer gravement son développement, soit au contraire être, je veux dire, une ouverture tout à fait essentielle. Alors l'école n'est pas toute seule, évidemment, c'est la famille, c'est d'autres choses qui sont autour. Donc là, on voit bien que le droit à l'éducation a un effet de levier sur tous les autres droits. Et que c'est à l'école qu'on va aussi apprendre le respect de son corps, la découverte de son corps, et normalement qu'on peut apprendre aussi quelques éléments d'une alimentation saine, de quelques questions, approches écologiques qui permet de comprendre qu'un sol, c'est pas seulement quelque chose qu'on piétine, mais on a quelque chose de merveilleux sous nos pieds, partout où on va, enfin presque. Et voilà, et je peux prendre évidemment l'aspect de la santé, je vais prendre l'aspect du dessin, etc. Toutes les dimensions, qu'un chiffre n'est pas qu'un chiffre, mais tous les chiffres sont des symboles, toutes les lignes sont aussi des symboles, ils disent quelque chose du corps, ils disent quelque chose de son rapport à l'espace, et je vais dire de sa posture. Tout de suite, je vous dis que vous comprenez que par les exemples que je donne,
que je ne fais pas du tout d'opposition entre quelque chose qui serait matériel et quelque chose qui est immatériel. Je trouve que l'idée de patrimoine immatériel est la plus grosse connerie qu'on a inventée dans ce domaine. Hein. Ce qui est culturel est physique. Voilà. Il est physique au sens du grec, furein, la fusie, c'est quelque chose qui est en croissance, qui bouge, qui est dynamique. Voilà. Et donc ce qui est culturel, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on porte en soi, on veut le créer, le sortir, ça veut dire lui donner du corps, lui donner un corps. Soit qu'on écrit un livre, un tas d'encre sèche sur du papier, mais on peut mettre quelque chose de puissant dans un livre. Voilà. Et si vous lisez ce livre et que vous le trouvez effectivement puissant, eh bien vous l'incorporez, il devient physique et il peut changer votre façon de regarder, même s'il n'a pas d'image. Voilà. Et on peut dire ça dans tous les domaines, évidemment, culturels. Donc, si vous voulez, la puissance culturelle, je vais parler de cela, puissance culturelle, on peut dire le droit culturel, c'est pouvoir dégager la puissance culturelle qu'on a en soi, cette puissance cette capacité que l'on a de toucher et d'être touché. De toucher et d'être touché. Développer cette puissance culturelle, c'est matérialiser des valeurs que l'on vit à l'intérieur. C'est pouvoir comprendre qu'une pierre, elle a une puissance spirituelle, on pourrait dire ça comme ça. Qu'une porte n'est pas simplement un battant qui sépare deux espaces, deux pièces, mais qu'elle a une valeur symbolique dans une architecture bien humaine, voilà, et ainsi de suite. Autrement dit, si on croit qu'il y a de l'immatériel, on ne peut pas comprendre que la matière a une âme, hein, pour dire les choses d'une façon qui n'est pas que métaphorique, hein, ça veut dire que ça nous anime, qu'on est matière et qu'on a besoin de toucher le sable, qu'on a besoin de toucher l'écorce des arbres, comme on a besoin d'entrer dans l'eau. Et si on n'a pas ces expériences de son, de lumière, de résistance, de dur et de mou, toute l'expérience que Gaston Bachelard a développée, eh bien, on ne peut pas se connaître soi et nos pensées ne sont pas des pensées. Donc, on est bien au cœur du sujet. Et pour le droit de participer à la vie culturelle, qui peut être un peu flou, on va rentrer maintenant là-dedans, qu'est-ce que c'est la vie culturelle? Vous voyez bien qu'on est à cette idée-là d'avoir par exemple une ou plusieurs langues de qualité. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui n'a jamais pu apprendre une langue avec suffisamment de mots, avec suffisamment de relations grammaticales? À ce moment-là, ce n'est pas simplement quelqu'un qui aura du mal à s'exprimer. Il peut s'exprimer d'autres façons, il peut s'exprimer par les gestes, il peut s'exprimer, peut-être qu'il fait de la danse, peut-être qu'il grave, peut-être qu'il fait autre chose. Mais vous savez qu'il y a aussi des gens qui n'ont aucun de ces moyens d'expression développés. Et donc à ce moment-là, ils sont dans ce qu'ils appelleraient une situation de pauvreté culturelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ou très très peu fait cette expérience d'admiration. Cette expérience d'admiration qui passe forcément par la parole, par le geste, par le travail de ses mains, par la marche longue, par la jouissance. Hein, la jouissance de ces cinq sens, en comprenant bien que la jouissance des cinq sens, ce n'est pas simplement être épicurien, mais c'est faire l'expérience que chaque sens donne du sens. Que chaque sens donne du sens et que nos doigts sont intelligents comme notre joue peut être intelligente, comme notre estomac a son intelligence, etc. Et donc, vous avez des gens qui n'ont pas pu faire cette expérience-là, ou très très peu. Et à ce moment-là, ils sont comme enfermés, hein, comment dire, handicapés, manquant de membres, manquant de bras, ou manquant de jambes, ou manquant de cette sensibilité-là. Imaginez quelqu'un qui a été éduqué dans une approche extrêmement fondamentaliste, religieuse ou pas, hein. Il n'y a pas que les religieux qui sont fondamentalistes, vous avez des universitaires qui le sont. Ces philosophes enseignants en économie politique, j'en ai rencontré, je peux vous dire, des ultralibéraux qui ne s'occupent pas du monde réel. Voilà. Et on trouve des fondamentalistes en politique, là je n'ai pas besoin de faire des dessins, qui sont persuadés d'avoir raison et que les autres sont tous des imbéciles ou des menteurs. Voilà. Et comme ils se rassemblent, effectivement, ils sont un peu en effet de miroir. Et donc imaginez quelqu'un qui est
éduqué dans un système en disant ici tu as raison et le reste a tort, eh bien il est quand même pas idiot. Donc il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Hein. Alors, si je prends le fondamentalisme religieux qui est le plus facile à décrire dans la forme religieuse, mais il n'est pas d'abord religieux, il est d'abord fondamentaliste. Eh bien, vous avez un enfant, un adolescent qui est éduqué comme ça, en disant là c'est la vérité, la voie juste, et le reste c'est péché, c'est pas bon. N'empêche qu'il voit qu'il y a d'autres gens qui à l'extérieur n'ont pas les mêmes pratiques, n'ont pas la même langue, ne sont pas habillés pareil et ne sont pas forcément des imbéciles. Et donc, ou bien il essaye, il a assez de liberté d'esprit parce qu'il a rencontré des gens qui lui ont ouvert un petit peu, ou bien c'est pas le cas. Et alors, il est dans un conflit de loyauté par rapport à ses parents, les anciens, etc. Et donc, il va lui-même contribuer à s'auto-censurer, à se fermer. Mais ce faisant, il se met dans une situation de violence, il se comprime sans cesse et s'empêche de respirer la liberté, de respirer, j'allais dire respirer les sons, est-ce que je veux dire respirer les odeurs, vivre les sons, les toucher. Et à ce moment-là, il se met dans cette situation d'extrême violence par rapport à lui-même. Et il peut soit se racornir, hein, se dessécher, soit développer cette violence sur autrui, sur lui-même ou sur autrui. Alors, cette pauvreté culturelle, on a du mal à en parler. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, on est dans des logiques complètement relativistes, hein, en gros. C'est-à-dire des goûts et des couleurs, on ne peut pas discuter. Bon, mais si on ne peut pas discuter des goûts et des couleurs, de quoi est-ce qu'on va parler? Et donc, à ce moment, qui a le droit, s'arroge le droit de dire qu'un autre est culturellement pauvre? Chacun a sa culture, etc. Voilà. Bon, vous savez bien qu'il y a des gens qui sont culturellement pauvres et que nous-mêmes, on est tous encore culturellement pauvres par rapport à ce qu'on imagine pouvoir développer comme richesse culturelle. Et culturellement pauvre, pas forcément celui qui se voit comme tel, comme on a le cas dans certains quartiers où les gens sont dehors et n'ont rien à faire. Et donc ils sont désœuvrés au sens propre du mot, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien avec les œuvres. Comme quelqu'un, une famille d'ATD Carmonde, l'ONG qui s'occupe des droits des personnes en situation d'extrême pauvreté, et qui disait, un homme disait, quand je vois la ville, je sais que mes enfants n'y mettront jamais les mains. Donc ils ne participeront pas. Et malheureusement, il a toutes les chances d'avoir raison. Eh bien, à ce moment-là, vous avez des gens qui sont comme amputés, vous avez des gens qui sont désœuvrés, qui n'ont pas cette expérience de l'œuvre, soit l'œuvre qu'ils reçoivent, comme des enfants qui ne reçoivent jamais un beau livre à l'école, soit d'une œuvre évidemment qu'ils peuvent eux-mêmes produire, même si c'est une œuvre très modeste, mais où ils peuvent savoir être reconnus comme dans leur capacité de donner quelque chose, d'être utile. Donc on a du mal de voir cette pauvreté-là, surtout si c'est des gens très riches, hein, ça peut être des grands patrons d'entreprise qui sont culturellement très pauvres, je n'ai pas besoin là non plus de faire des dessins, et c'est-à-dire qu'ils ne voient pas à quel point ce sont des criminels économiques. Pourquoi? Parce qu'une richesse accumulée qui ne produit pas et qui fait que d'autres n'ont pas, et c'est absolument insensé. La monnaie, pour moi, c'est une valeur spirituelle, c'est comme le sang dans l'organisme. C'est la monnaie qui permet les échanges, c'est la monnaie qui permet les échanges de valeurs, et si on en prive des corps sociaux entiers, on les asphyxie. On a l'impression que tout ça est encore dans un monde complètement infini, on est en logique de croissance, mais si pareil, on est dans des écosystèmes. Et donc on a ici cette pauvreté qu'on a beaucoup dans les milieux dits économiques, qui considèrent que les lois du marché sont parfaites, et qui ne veulent pas croire, ou ne savent même plus, que les lois du marché sont des lois qui sont créées par les êtres humains, et donc on peut les modifier. Voilà. Parenthèse. Donc pour vous mettre à l'aise avec cette notion de pauvreté culturelle qu'on trouve au fond de soi aussi, puisque on se sent toujours un peu idiot quand on cherche à faire mieux et qu'on n'y arrive pas. Et on se sent un peu idiot notamment quand on est en face de son enfant qu'on ne comprend pas, son adolescent qu'on ne comprend pas, ou d'une salle qui n'est pas très pleine, ou dans lesquelles on a toujours les mêmes bobos qui viennent et qu'on ne sait pas comment faire autrement.
Donc on se dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé. Et donc là, c'est notre propre pauvreté culturelle, parce qu'il n'y a pas de raison que ça reste comme ça. On n'a pas le droit que ça reste comme ça. Et comment faire? Le STRAS, c'est grosso modo les beaux-arts et le patrimoine, qui est évidemment la conception qui est dominante dans les sphères du politique de l'administration, puisque dans la politique et l'administration, il faut bien avoir des secteurs qui sont assez bien délimités. Et puis, on a la conception large, dite anthropologique, celle que l'UNESCO a développée en 1982 à la conférence de Mexico sur les politiques culturelles, qui est une conception extrêmement large, c'est-à-dire la culture englobe les beaux-arts, mais aussi les modes de vie, les savoirs, etc. On va retrouver si vous avez besoin. Mais on a évidemment un problème, c'est qu'avec une conception large, qu'est-ce qu'on fait en politique? D'un premier côté, on est obligé d'être d'accord avec une conception large. Puisque sinon, on va penser que l'activité ici musicale, ou l'activité théâtrale, ou la danse, sont des secteurs complètement à part. Or, si on participe à ces activités d'une façon ou d'une autre, c'est pour apprendre à vivre. Donc on en a besoin. Ça touche ce qu'il y a d'essentiel au sujet. Et donc, ce n'est pas simplement une activité de loisir, plus ou moins de luxe selon les cas, mais c'est une expérience qui doit pouvoir, d'une façon ou d'une autre, sous une forme ou une autre, selon un art ou selon un autre, toucher l'essentiel de l'existence, y compris et particulièrement dans la vie quotidienne. Si j'aime beaucoup un livre, ben ce livre comme je l'ai dit tout à l'heure, va m'apprendre à vivre dans la vie quotidienne. C'est la même chose pour un film, c'est la même chose pour le théâtre, et c'est la même chose pour différents types d'expériences musicales. Mais alors, c'est vrai aussi pour la science, hein, parce qu'une activité scientifique est essentiellement ici une activité culturelle, c'est une activité créatrice, c'est une activité qui implique des grandes équipes, c'est une activité qui est capable de bouleverser notre vision du monde, c'est une activité qui nous touche aussi au quotidien, puisque l'objet scientifique, on le porte aussi d'une façon ou d'une autre dans son propre corps et dans le corps de ses voisins, de ses enfants, de ses parents, de ses amis. Et c'est le cas aussi de la cuisine. Et pourquoi? Parce que on va apprendre beaucoup de choses dans l'expérience du repas familial, par exemple, du repas familial bien adapté, où on peut faire l'expérience que quand on mange de la viande, eh bien, on mange un animal, qu'on l'a tué, et qu'on est soi-même un animal. Et que la même chose pour le végétal, que l'eau, c'est pas simplement de l'H2O ou comme ça, mais qu'une eau a aussi toute sa symbolique de sa source et de tout ce qui vit et de tout ce qui circule en soi. Et de faire l'expérience que quand on partage les mêmes aliments, qu'on partage en même temps des paroles, qu'on partage des lumières, des sons, des rythmes, des temps, des ennuis de la journée et des espoirs, eh bien, l'expérience de l'alimentation, c'est bien ça. Que la nourriture physique, la nourriture psychique, appelons ça comme ça, esthétique, dans une alimentation cultivée, disons ça comme ça, c'est la même, à multiples dimensions. Ça ne veut pas dire qu'on va faire de la gastronomie, oui aussi, mais ça veut dire qu'on va chercher, là encore, cet accord de valeur dans cette expérience-là. Et je peux dire la même chose du vêtement. On ne s'habille pas n'importe comment. Il y a, selon les cas, on a une adoption, une adaptation, une culture du vêtement qui est importante pour pouvoir se positionner dans tel ou tel milieu, pas simplement parce qu'on a que le costume de service, mais aussi quand on reçoit des amis, quand on est dans telle ou telle situation, on a besoin d'un vêtement qui va avec ce qu'on a envie de dire ou la façon dont on a envie d'être vu. Alors, le risque, évidemment, c'est qu'on dilue tout ça. Et
il faut simplement changer d'approche en disant il n'y a pas d'un côté des beaux-arts, des arts nobles, et de l'autre côté de l'art populaire, disons ça comme ça, qui serait secondaire, mais on a une très grande échelle de valeur dans chaque discipline. Voilà. Une très grande échelle de valeur dans chaque discipline. Je pense que les enfants qui apprennent à chanter, ça peut déjà de la musique, ça peut être superbe, et ils vont apprendre à parler parce qu'ils vont apprendre l'accord de son, l'accord de voix. Ils vont apprendre les mots justes parce qu'ils ont appris les sons. Et donc cette expérience de, j'allais presque dire de polyphonie, hein, mais avec, où c'est le corps qui chante, mais c'est en même temps le corps qui pense, et le corps qui entend en même temps qu'il chante, qui pense du cœur dans ce sens-là, mais qui peut être aussi par des instruments, eh bien, va être quelque chose qui peut être de très grande qualité à un niveau enfantin. Et que l'enseignant qui arrive à faire une expérience d'activité artistique ici de très grande qualité, qu'on pourrait dire excellente, fait que vous avez des gens qui vont s'allumer, si vous me passez l'expression, qui vont découvrir là ce qu'il y a de passionnant. Donc on a une excellence qui va être relative, bien entendu, relative ici à un âge, relative à un lieu, relative à un objectif, c'est-à-dire exceller. Des fois, j'ai des amis qui me disent en France, il ne faut pas parler d'excellence parce que l'excellence, forcément, elle vient du ministère, elle est décrétée. Il dit non, si on ne parle pas d'excellence en culture, de quoi on parle, hein? Donc on n'est pas relativiste dans ce sens-là. On sait qu'il faut de l'excellence parce qu'on n'a pas envie tous de rester médiocres. On sait qu'on est médiocre sur beaucoup de points et on sait qu'on peut apprendre des autres, voilà, et que le travail est bien partagé. Le travail intelligent rend beaucoup plus intelligent, rend beaucoup plus sensible, etc. Et qu'on peut vraiment beaucoup apprendre de l'intelligence et de l'expérience des autres. Voilà, c'est ça, tout simplement. Donc, exceller ou sortir de la cave, on peut le faire dans différentes situations. Donc on n'est pas les relativistes, on pense simplement que une excellence est relative, évidemment, à telle ou telle activité, à telle ou telle discipline, à tel ou tel âge. Mais excellence, il doit y avoir, parce que c'est là la jouissance. C'est assez beau la notion de jouissance, parce que à la fois jouissif, et à la fois, vous le voyez bien dans vos expériences comment dire, d'une expression réussie, d'une œuvre réussie, d'une œuvre partagée. Et comme je dis œuvre, ça peut être l'interprétation, mais c'est aussi l'institution, l'orchestre. L'orchestre lui-même est une œuvre dans la mesure où il doit fonctionner dans cette équipe avec beaucoup de métiers différents. Et donc c'est bien une œuvre, et il y a le droit de participer à cette œuvre, cette liberté, cette responsabilité de porter cette œuvre, chacun où on est. Donc il y a là une jouissance du métier. Pourquoi une jouissance? Parce que d'abord on a un plaisir, on découvre quelque chose qui touche, et en même temps on est touché par les autres, et c'est un lieu de rencontre, hein, de rencontre avec les autres, avec soi, avec des instruments, avec des bâtiments, avec des personnes invitées. Et en même temps, jouissance, c'est un terme juridique, puisqu'on va jouir d'un droit. Et vous voyez bien, jouir du droit à l'éducation, ça parle tout de suite. Hein. Jouir du droit à l'alimentation aussi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va forcément dans un gastro, mais ça veut dire que, n'est-ce pas, même on est en montagne, on goûte une eau de source qui est absolument fabuleuse avec deux, trois choses qui sont là autour, et on peut avoir une jouissance extrême au niveau d'une alimentation qui nous fait un peu, comment dire, qui fait qu'on communique directement avec cet environnement qui est là, et Inno qui a déjà parcouru tout un chemin pour venir là et qu'on peut déguster. Donc je prends oui, cet exemple-là assez décalé pour vous montrer ça. Donc jouissance, vie culturelle. Vie culturelle, ça va donc l'expérience d'avoir accès à des ressources culturelles de qualité. Alors, pour dire ce que c'est qu'une ressource... Alors, accès à des ressources culturelles de qualité, ça veut dire pas simplement je peux aller au théâtre, je peux aller au concert, je peux aller au musée, mais ça veut dire pratiquer, évidemment. Hein. Je vais au conservatoire, j'adore aller sur le conservatoire, mais on l'utilise pour notre observatoire. Je
Je pense que toute école est aussi un conservatoire. Pourquoi? Parce qu'on y conserve des instruments, on y conserve des partitions, mais surtout on y entretient des savoirs par l'éducation, par la formation, et on y entretient de la créativité, puisque c'est aussi un laboratoire. Voilà. Et en prenant cette expérience de pratique, donc accéder à des ressources culturelles de qualité, les pratiquer et y contribuer, chacun à sa façon. Donc participer, je vais prendre dans ces trois niveaux, accéder à des ressources de qualité, alors faut dire qu'elles existent. Enfin, il y a des milieux qui sont culturellement très pauvres, pour diverses raisons. Pas parce que les gens seraient pauvres en eux-mêmes et pas doués, n'est-ce pas? Mais parce que, étant enfants, ils n'ont pas eu ce privilège de faire cette expérience de l'admiration et qu'autour d'eux, il n'y a pas grand-chose d'accessible. Voilà. Même s'ils vivent peut-être au cœur de Paris, ou qu'ils sont dans une situation d'extrême pauvreté sociale, disons ça comme ça, ou voilà, qui n'est pas forcément, encore une fois, une pauvreté financière, mais qui est souvent aussi. Et donc de pouvoir y contribuer, puisqu'on a besoin de créer. C'est voilà, une nécessité fondamentale pour chacun. Créer, c'est pas seulement le privilège des artistes. On est créateur quand on crée une famille, on peut être créateur quand on est scientifique, on peut être créateur quand on crée une association, on peut être créateur quand on crée une entreprise. C'est-à-dire qu'on a une idée, on la porte avec d'autres, on l'arrache, n'est-ce pas? On en fait quelque chose, on la taille, on la retravaille, on la reprend, on peut peut-être la tuer, créer une autre, etc. Donc il y a cet élément-là. Ce qui fait le culturel, ce n'est pas la création. Le spécifique comme tel, c'est l'identité. On a besoin de ressources culturelles pour s'identifier. Ouais. On a besoin de ressources culturelles pour identifier. Je vous parlais tout à l'heure de l'enfant à qui on apprend un nouveau mot, et donc on est magicien quand on apprend les mots aux enfants. Hein, parce que chaque fois, c'est comme si on lui ouvrait une fenêtre. Et donc, il va pouvoir, et c'est ça le droit fondamental, développer son processus d'identification tout au long de sa vie. Ça ne veut pas dire que chacun a droit à son identité, point, et puis respectez-moi, moi je suis breton, moi je suis comme ça. Pourquoi je dis ça? Mais ça veut dire qu'on doit avoir des ressources pour identifier les objets qui sont autour de soi, pour identifier les personnes qui sont autour de soi, et évidemment s'identifier soi-même. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez été complètement bouleversé par un œuvre? Mais complètement. On en parle avec des amis, avec des gens. Bouleversé. Je n'ai pas dit qu'un livre qui était bien, vous en parlez avec d'autres, avec des amis. Mais vous avez été intimement bouleversé par un livre. On y réfléchit, on y pense, on le malaxe. Oui. Et puis vous allez devenir folle à faire ça tout le temps. C'est donc ça. On le relit. Oui. On se l'approprie. On le relit encore. Oui. Aussi. Oui, On c'est se l'approprie. Alors, vous vous enfermez quelque part, vous allez au bord de l'océan, et vous faites ça. C'est une bonne politique. Mais ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que ça bouillonne au bout d'un moment. Je dis encore bouleversé, hein, c'est pas simplement une poésie qui vous berce. Ouais. Une poésie peut être bouleversante aussi. Mais quelque chose qui dit, mais voilà, dans votre vie, vous pensez qu'il y a un avant et un après. Alors, lu ça. Ça peut être autre chose qu'un livre. Hein. Je prends l'exemple d'un livre, c'est plus facile. On change des choses dans sa vie, une manière de penser. Ouais. On transforme les choses. On le transmet à d'autres. À qui? À des gens à qui on a envie de le transmettre. C'est trop mou. Vous avez un livre qui vous a complètement bouleversé. On l'offre. À qui? À ceux qu'on aime. Eh oui, votre meilleur ami, c'est ça, la plus proche. Et vous lui dites, tu as 3 jours pour me lire ce livre, sinon je ne sais plus de quoi je vais parler avec toi. C'est ça? Et parce que c'est quelque chose qui est trop fort, donc vous avez besoin de le partager. Pourquoi? Ça bouillonne, mais parce que changer sa vie, c'est très bien, et on ne change pas sa vie comme ça, c'est simplement. Donc on a besoin d'un écho. Hein. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez une approche en triangulation. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous pouvez partager sur ce livre avec votre ami le plus proche,
eh bien, à la fois, vous découvrez comment lui a lu le livre, donc comment vous l'avez lu, si bien que vous connaissez du même acte intentionnel mieux votre ami, mieux le livre et mieux vous-même. D'accord? Et donc, à ce moment-là, on a bien cette expérience, on pourrait dire, d'aventure, d'identification aventureuse. Donc, voilà une nouvelle ressource culturelle qui me bouleverse, elle est puissante, elle est de qualité parce qu'elle bouleverse, de façon subjective de vous dire, elle me fait changer, me dit que je dois changer de position quelque part, j'apprends quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas du tout, un paysage que j'ignorais et que je pressens comme étant essentiel, donc je veux le parcourir, et à ce moment-là, c'est un cheminement intérieur, hein. Mon identification c'est un cheminement, ce n'est pas des racines que j'aurais parce que je viens d'ici ou là, on n'est pas des plantes, mais c'est un cheminement, et c'est un cheminement qui me fait évidemment croiser d'autres chemins, d'autres ressources, d'autres œuvres. Et donc, si vous voulez, ce qui est le paradoxe, on pourrait dire de l'identité, on a fait de l'identité le droit à la différence, hein. On n'est pas pareil, voilà, et puis on a le discours d'accueil de l'autre, comme si l'autre existait. Et non, le paradoxe, c'est quoi? C'est que ce qui est en nous le plus intime, c'est quoi? C'est notre rapport à l'âge, c'est notre rapport au genre, au sexe, c'est notre rapport au sang, à la souffrance, à la mort, à l'enfance, c'est notre rapport à la paternité, à la maternité, à la filialité, à la fraternité, je veux dire pas au sens vague, hein, mais de ses frères et sœurs. C'est le rapport aux arbres, c'est le rapport au sable, à la rue, à l'eau, sous toutes ses formes, que ce soit les rivières, que ce soit la mer, que ce soit la vache. L'eau douce, l'eau violente, c'est le rapport au feu, et tous ces éléments-là, je reviens encore à Bachelard, et ces éléments qui sont les plus intimes sont en même temps les plus universels. Et donc on ne parle pas de sa sexualité à tout le monde, on ne parle pas non plus de son rapport intime aux couleurs à tout le monde. Il faut pour ça avoir un langage des couleurs. Et ainsi de suite, vous pouvez prendre n'importe quel domaine, n'importe quel exemple, et vous voyez que plus c'est fort, plus c'est puissant, c'est-à-dire qu'on trouve en soi cette humanité. Hein, et cette humanité, on ne peut pas la dire comme ça. On ne peut pas la dire comme ça, il faut un traducteur culturel. Je prends un exemple, je travaille avec des gens qui sont réfugiés de génocide ou du Rwanda ou de situations de guerre comme la Syrie actuelle, et d'autres situations aussi de réfugiés politiques qui ont vécu des situations extrêmement difficiles et ces parcours-là. Et pour concentrer sur l'expérience du génocide, donc vous avez lu les expériences sur le génocide nazi, les livres de Primo Levi et Akumban et d'autres, qui disent ceci: celui qui a été vraiment au fond du goulag soviétique ou du camp de concentration, qui n'est pas mort, qui a été juste survivant, il ne peut pas témoigner. Il ne peut pas témoigner parce qu'il a été démoli complètement. Donc qui peut témoigner? C'est celui qui a été juste au bord. Hein, et qui peut témoigner de ce que certains sont devenus des zombies, sont devenus des machines, sont devenus des épaves d'hommes, parce qu'ils ont été systématiquement déshumanisés. Mais celui qui a été au bord, et qui va témoigner de ce qui s'est passé à Auschwitz, ou de ce qui s'est passé au Cambodge, ou de ce qui s'est passé au Rwanda, ou de ce qui s'est passé à Sarajevo, eh bien, qui va entendre? Vous avez des témoignages qui sont illisibles, des photos qu'on n'a pas du tout envie de regarder. Et la réaction qu'il va toujours entendre, bon ben voilà, maintenant c'est fini, il faut vivre avec, vous allez voir peut-être un psy, il faut vous détraumatiser, et puis il faut tourner la page, on est bien malheureux pour vous, mais il n'y a pas 36 solutions, il faut arriver à vivre autrement. Oui, mais ça va pas.
ils ont une expérience de quelque chose qui doit être dit. Parce que, à la fois, ils ont vu l'enfer, dire les choses. Mais en même temps, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'ils ont aussi vu la résistance humaine, voire la résilience. C'est-à-dire qu'ils ont vu des êtres humains véritablement à nu, et donc ils ont vu la dignité sous l'expérience de la honte terrible, mais des gens qui vivaient quand même un combat de résistance extrêmement fort et qui continuent à le vivre maintenant. Je voulais savoir pour les témoignages. La notion juridique du témoignage, c'est quand même une personne qui témoigne. C'est une personne qui est extérieure au drame qui se passe. C'était la question que je me suis posée quand j'ai lu le livre de Primo Levi. Comment peut-on être témoin quand en fait on était victime de quelque chose? Le récit d'un témoin, c'est le récit de quelqu'un d'extérieur qui n'a pas été victime d'un événement. La victime en elle-même, est-ce qu'elle peut être considérée comme témoin? Primo Levi était témoin pour ceux qui étaient morts. Il n'était pas témoin pour lui-même. Donc, si vous voulez, il y a pour moi une espèce de quelque chose d'abusif d'appeler les récits des victimes témoignages. Oui, moi j'ai envie de dire le contraire, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord sous cet angle-là. Mais vous voyez la différence. Oui, et comment est-ce qu'on peut être témoin si on n'a pas été victime? On peut être spectateur. Non, spectateur c'est impossible, on ne peut pas être spectateur d'un camp de concentration. Nous avons des observateurs internationaux qui sont témoins, les casques bleus, qui étaient témoins de génocide. On voit le résultat. On est témoin, oui. On dit, ouais, on sait ce qui se passe, on sait qu'il va y avoir la famine dans la partie sud-est de l'Afrique, n'est-ce pas? On est témoin, mais ce n'est pas des témoins, ça. C'est des gens qui sont loin, qui regardent avec notre vue, et ça ne les empêche pas de loger dans un 4 ou 5 étoiles. Et c'est des témoins, ça? Non. Les témoins sont ceux qui ont souffert, d'abord. Mais je vais vous répondre autrement, parce que je suis d'accord aussi avec ce que vous dites, mais le témoin, c'est d'abord celui qui en a jusque-là, n'est-ce pas? Et parce qu'il en a jusque-là, il ne peut pas parler. Allons dire, il n'est pas objectif. On s'en fout complètement de cette objectivité qui serait surplombante. La seule objectivité que nous connaissions, c'est l'intersubjectivité. C'est-à-dire que mon amie du Rwanda, elle a écrit donc, tout un cahier comme ça, de 150 pages, avec des photos, et est allée entre 1995 et 2001, a documenté sur place les charniers, et pris le témoignage de cette femme, et qui avait cette femme âgée qui avait perdu tous ses enfants et petits-enfants, et elle a perdu ses parents et ses grands-parents, et elle va lui dire, à partir de maintenant, tu es ma mère. Voilà. Et donc, ça, c'est un témoignage vif. Ah, ça ne veut pas dire qu'elle va dire, ah, c'est les Tutsis, c'est par rapport aux Hutus, etc. On n'est pas à cette situation-là. On est ici qu'il y a eu meurtre systématique, brutal, et que la communauté internationale était indifférente d'une façon absolument, épouvantable, injuste. Et qu'aujourd'hui, on continue. Et qu'on est complètement incapable non seulement d'arrêter une guerre, c'est déjà trop tard, mais de les prévenir, et qu'on est incapable d'arrêter aussi des familles. Donc elle a eu besoin de trouver une prof de lettres à Genève, avec qui elle a interrogé, qui a pu écrire un livre sur son histoire. Hein? Et à ce moment-là, son histoire est lisible. Elle fait pleurer, mais elle est lisible, parce qu'il y a de l'humanité. Donc il y a une traduction littéraire. Vous voyez dans quel sens je dis littéraire, puisqu'on met ça en récit. Le témoignage, c'est dire, ton histoire m'intéresse, mais il faut trouver le moyen de la dire. Pour trouver le moyen de la dire, il faudra trouver une forme d'écriture. Que ce soit une chorégraphie, que ce soit une orthographie, que ce soit une cinématographie ou toute autre graphie, mais il faudra trouver une graphie. Il faudra trouver une façon d'écrire, parce que c'est des mots qui sont trop durs, c'est des mots qui doivent être gravés pour être entendus et réentendus, lus et relus. Mais à partir de là, il faut aussi que vous ayez des historiens qui disent, attention, mais ce drame épouvantable de 1994, il a eu
trois autres épisodes, en 73, en 63, en 59, où à chaque fois on a dit bon ben c'est pas grave. Et puis pourquoi on va tourner la page, on fait autre chose et on a menti, on a mis les cadavres dans les placards. Et qu'avant, il y a eu une construction sur la notion d'ethnie, inventée d'abord par les Allemands et développée par les Belges ou l'inverse, je ne me rappelle plus, d'abord les Belges et puis les Allemands qui l'ont poussé, pour faire que les gens se dressent les uns contre les autres, jusqu'à ce qu'aujourd'hui au Burundi, qui est prêt à exploser, si le président arrive à mettre assez de feu aux poudres, jusqu'à ce que les gens croient qu'ils sont des ethnies. Et c'est un système de caste assez classique qui s'est développé comme ça, et que dans d'autres pays comme le Burkina Faso, ça s'est passé de façon parfaitement pacifique. Et entre les nomades et les sédentaires. Et alors, pour prendre cet exemple-là, il nous faut une chaîne de valeurs culturelles, dans lesquelles les historiens peuvent intervenir, des géopoliticiens peuvent intervenir, des danseurs peuvent intervenir, des gens qui sont le sens de la patrimonialisation physique, quel type de monument, quel type d'archives on peut faire. Hein. Pensez à ce qui est dans la porte de Brandebourg pour le génocide nazi, c'est cette construction patrimoniale qui prête à discussion, c'est précisément bien l'intérêt. Est-ce qu'on met les listes des noms, hein. Au Rwanda, on ne peut pas, il y en a trop. Et les gens sont encore vivants, donc il faut encore attendre un peu, sans doute. Et à ce moment-là, vous avez véritablement une chaîne de valeurs de transmission. Voilà. C'est pas ça que vous êtes obligé de faire, vous aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire une chaîne de valeurs de transmission avec des gens qui sont, voilà, super solistes. Moi j'ai vu dans la liste, super. Les musiciens, chacun dans son domaine, et puis voilà, tous les métiers qui sont accompagnés ça. On engage les droits d'auteur, on appelle parfois les droits voisins. Hein. Mais on est tous voisins dans ce voisinage-là, et on a cette chaîne de valeurs à faire. C'est un peu le même exemple par rapport aux droits culturels de l'enfant. Vous avez un enfant, vous allez faire quoi? Tu vas faire du piano, mon petit. Hein. D'accord. Au nom de quoi, je vais dire tu vas faire du piano. Et pourquoi pas du tambour, pourquoi pas de l'harmonica, pourquoi pas du foot, pourquoi pas, etc. Alors on peut faire plusieurs choses, mais quand même pas trop, n'est-ce pas? Et on sait très bien qu'il faut commencer assez tôt, ça, pour que le feu prenne, si j'ose dire. Donc on a bien cette approche, et on va dire soi-même, comme parent, on ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Donc on va le mettre en contact avec des musiciens, avec des peintres, avec d'abord des instituteurs, avec d'autres, avec son cousin, son oncle, pour qu'il y ait là aussi une chaîne de valeur. Parce qu'on ne peut pas simplement imposer brutalement, il y a celui qui est dedans, il y a celui qui est dehors. Et pour le témoignage. Pour moi, le témoignage, c'est vraiment une chaîne, et nous avons tous à témoigner de nos responsabilités culturelles par rapport aux droits fondamentaux de cet enfant petit qui a une puissance culturelle potentielle extrêmement grande, et on sait qu'on n'arrivera pas à la combler totalement, hein, à l'épanouir totalement. Donc on va faire des choix qui sont bricolés, forcément. Et par rapport à une population, on est dans cette situation-là. Hein. Quel choix on peut faire pour aller rejoindre des gens qui ont le désir de musique, mais qui ont le désir artistique d'une façon ou d'une autre, mais qui n'est pas forcément exprimé. Et qu'il faut aller chercher. Et comme on est soi-même assez allumé, on sait que normalement, ils doivent l'avoir, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'on va imposer sa façon d'être. Hein. Pour nous, philosophes, on sait très bien que tout homme est philosophe, hein. Toute femme est philosophe. Mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de rejoindre, comme enseignant, comme témoin, on n'est pas capable forcément de rejoindre cet appétit philosophique, c'est-à-dire ce désir, cette force du désir qui est en chacun. Ça va? Donc peut-être encore quelques mots sur cette notion d'identité. J'ai dit, il y a l'universel en nous, mais que nous vivons de façon singulière. Hein, de façon particulière, donc on cherche une identité singulière. Et puis, cette identité, elle est à la fois une unité, identique, ça veut dire une unité, mais on le fait avec une diversité de ressources. Voilà. Je n'ai pas le temps de déployer tout ça. Je pense, si vous voulez, que le maître mot est dialectique. Et dialectique, pourquoi? Quand vous avez un enfant qui est adolescent et il vient d'avoir son permis de conduire, hein, un adolescent vient d'avoir son permis de conduire, papa, tu prêtes la voiture, je vais rentrer à 2 h du matin avec des copains.
Tu vas où exactement? Avec qui? 2 heures, minuit, etc., etc. Tu bois pas trop. Tu bois pas du tout. Et donc, on sait qu'on a, oui, je veux lui donner sa liberté, je veux qu'il sente que j'ai confiance en lui, mais d'un autre côté, il faut aussi qu'il sente que l'autorité elle est quand même là, et que j'ai qu'une voiture, et que j'ai peut-être plusieurs fils, mais celui-là il est unique, et etc., etc. Donc, on est dans cette tension-là. Et cette tension pédagogique, elle est complètement fondamentale. Et dans l'apprentissage de toute discipline, on a cette dimension-là, puisque la discipline, par définition, c'est quelque chose qui est un peu raide, où on a cette notion de travail, et qu'il faut faire confiance à un maître qui vous dit maintenant, tu comprendras plus tard, mais aujourd'hui tu fais cet exercice-là. Et en même temps, évidemment, on peut tuer le disciple, entre guillemets, l'étudiant ou l'amateur, et en lui imposant une rigueur qui ne lui convient pas. Donc il faut trouver, évidemment, la discipline qui va chercher le désir, qui va chercher son potentiel, qui le bouscule certes, mais pour le faire sortir. Donc on est en plein dans cette dialectique-là. Et notre identité, parce que mon identité est individuelle, mais en même temps, je vous le disais avec le livre, je me connais moi-même que parce que je connais les autres et que je suis connu d'autres, c'est une identité qui est une capacité de reconnaissance. Je dis tout à l'heure, capacité d'identification, de m'identifier et d'identifier les autres, mais c'est aussi capacité d'être reconnu et de reconnaître. Et le mot reconnaissance, c'est important, puisque à la fois il y a une connaissance, j'ai lu, et à la fois cette connaissance est reconnue, c'est-à-dire qu'elle est, ce qu'on pourrait dire, socialisée, mise en miroir, en dialectique. Je vais terminer cette première approche, puis on va discuter. Je ne parle jamais de culture comme sujet. Quand on dit le dialogue des cultures, ça ne veut rien dire. Ce sont des hommes et des femmes qui dialoguent avec, non pas des cultures différentes, c'est encore trop amalgamé, mais des références culturelles différentes. Voilà. Le maître mot, je pense ici, pour être concret, c'est celui de référence culturelle. Qu'est-ce que c'est qu'une référence culturelle? C'est un savoir, c'est une saveur, c'est une discipline maîtrisée, ou en tout cas, plus ou moins appropriée. Donc mes références culturelles, c'est une ou plusieurs langues, c'est un métier ou plusieurs métiers, c'est une famille, ça peut être un pays, un paysage, c'est des amis, c'est peut-être une religion, une croyance, etc., etc. Et donc je fais mon identité en bricolant chacune de ces références. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de référence culturelle de qualité? Une langue, on le voit bien. Une langue de qualité, c'est une langue qui me dit aucun mot n'a un seul sens. Chaque mot a au moins, disent les linguistes, 5 sens. Donc quand tu emploies une phrase avec un mot, la vérité que tu dis n'est pas évidente. Elle suppose une interprétation. Voilà. Un verbe lui-même se conjugue de mille et une façons. Un verbe n'est pas un adjectif ni un nom. Chercher les verbes, c'est la vie de la langue. Et à ce moment-là, une langue de qualité est une langue qui donne à penser, qui ouvre une immense palette avec des pièces, des couloirs, etc., qu'on peut revisiter plusieurs fois de toutes sortes de façons et où on peut inviter des millions de gens et rencontrer des millions de gens. Donc une référence linguistique de qualité est donc comme un vaste palais dans lequel on apprend que rien n'est simple, qu'on peut dire n'importe quelle connerie, mais qu'on peut aussi trouver des choses absolument formidables. Voilà. Et des phrases, des formules qui nous étonnent, qui nous bouleversent, qui nous font penser. Donc je ne parlerai pas de musique, c'est votre domaine. Je pense que vous pouvez interpréter ça. Vous avez des contrastes. Voilà. Un tableau, disait Picasso, c'est pas... Qu'est-ce que c'est? C'est un problème. S'il arrive à peindre un tableau, c'est montre un problème. Et donc à ce moment-là, on a des contrastes qui donnent à penser. Et dans n'importe quel domaine culturel, vous allez trouver ça. Or, qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin de m'identifier? Je suis moi-même dans les contrastes. Et je dois chercher, moi, une façon de gérer ma vie, disons ça comme ça, par rapport à mes enfants, par rapport à mon épouse, par rapport à mon pays. Est-ce que je voyage beaucoup? Est-ce que je reste un peu tranquille? Enfin, toutes ces dialectiques, où il n'y a pas d'un côté le bien et le mal, mais vous avez deux biens, qu'on peut mal conjuguer ou qu'on peut bien conjuguer. Autrement dit, un accord de valeurs
qu'il faut chercher au quotidien. Et donc pour pouvoir avoir une identité riche, une identité forte, une identité présente, une identité qui conjugue un temps passé qui est déjà là, qui est vivant en nous, et un temps futur qui est aussi déjà là, vivant en nous, parce que c'est pour ça qu'on est là, on a déjà dans la main. Donc pour traverser ces différentes contradictions, ces différentes oppositions dialectiques, on a besoin de ressources culturelles de qualité, de mémoire par exemple, ou de futur, des ressources culturelles de qualité au niveau des arts qui nous apprennent chacun plein de domaines d'interprétation, des ressources culturelles de qualité au niveau scientifique, des ressources culturelles de qualité au niveau de l'habitat. Comment développer, comment faire cette expérience. Cette approche a l'avantage très objective, parce que vous pouvez dire, oui, on a besoin d'une langue riche. Après, il y a plusieurs conceptions de la richesse, n'est-ce pas? Et qu'on a besoin aussi d'une langue gestuelle qui soit riche. Et là aussi, on a différentes conceptions, mais on voit bien ce que ça peut être qu'une langue extrêmement pauvre. Oui. Et en même temps, c'est cette richesse qui développe, des lieux de dialogue, des lieux de communication, autrement dit d'apprentissage de la paix, parce qu'on a confiance que c'est possible. Hein. Et quand quelqu'un de nouveau vient, on ne dit pas qu'est-ce que c'est que ce concurrent qui arrive, on dit tiens, voilà quelqu'un qui est sûrement intéressant, son histoire m'intéresse. Oui. Et donc on a un élément positif et qui fait que on sait que jour après jour on peut apprendre. Et donc que les autres qui viennent là aujourd'hui là, pas tous forcément, mais donc on a quand même un a priori plutôt positif en disant oui, on peut, si on prend le temps, on peut trouver quelque chose. Et en même temps, c'est quoi? C'est un espace de liberté. Puisque précisément, on ne choisit pas entre le bien et le mal, en général, ça peut arriver. Mais on choisit entre des biens qui sont incommensurables. Voilà, c'est ça la vie. Et pour faire un bon choix, il faut pouvoir évaluer. Il faut pouvoir ressentir ses valeurs comme ça. Et où elles se confrontent. Je m'arrête là, provisoirement. Bois un petit café. J'avais une question quand même passée, ou alors, pardon si je vous remets un jeton dans la machine pour qu'on reparte sur une nouvelle. Pour moi, c'est pas un problème. Mais j'aimerais bien vous réentendre sur un point qui, enfin, c'est celui qui m'a tout à l'heure, Frédéric a dit que j'ai pris ces notions comme ça, et c'est aussi, moi j'ai eu ce sentiment, une sorte de chose qui me transverse, qui me heurte, c'est l'articulation entre l'universalité et la diversité, d'une certaine manière. Surtout pour notre secteur. Tout à l'heure, vous avez parlé de la culture un peu ethnographique, très large, la culture un peu plus académique. On doit se le dire entre nous, parce qu'on est petit moment dans le travail, on est un peu les héritiers, le tenant d'une certaine... Ou en tout cas, on tient encore à nous laisser dedans de ce vivier de la culture un peu académique. Et en même temps, j'imagine pas que tout artiste, tout créateur, tout interprète, il n'aspire pas à autre chose qu'à l'universalité. Quand même une vraie générosité, une vraie sincérité. Se dire si je produis quelque chose, c'est pour qu'elle soit reçue et qu'elle soit interprétée, gardée, pour en faire une donnée collective, commune, absolue, qui est celle de l'universalité. Et c'est le répertoire qu'on défend, qu'on doit faire vivre avec excellence aussi. On nous a toujours dit que c'était le socle de la culture européenne, d'une certaine manière, et qu'elle faisait déjà l'universalité. Et du coup, aujourd'hui, comment on arrive à articuler ça avec comment on s'inscrit dans la diversité culturelle, comment on ne s'oppose pas, comment l'excellence, vous en avez un peu parlé. Et moi, ça reste quelque chose qui est encore très, non pas antinomique, hein, mais c'est des mouvements de reflux parfois un peu violents. J'y suis pas, je suis en haut, je suis en bas, je suis à côté, je ne suis pas à côté. Surtout avec ce qu'on doit nous porter, c'est-à-dire une certaine vision de l'excellence, un répertoire qu'on doit continuer à faire avancer, à faire vivre. Partager une richesse culturelle. Évidemment, le mettre en partage, ça va de soi. Oui. Je suis aussi dans l'académie et je pense qu'il faut des académies excellentes. Ça, de toute façon. D'abord, la diversité culturelle. La diversité culturelle, on en fait, c'est une notion vertigineuse. Et comme on n'a pas trop envie du vertige, rapidement, en France, quand on dit les Français issus de la diversité, c'est difficile d'être plus bête que cette expression-là. Pourquoi? Parce qu'on va dire, tiens, il y a la diversité culturelle, alors il y a les Français qui sont français de choses, il y a les Français
hein, venus d'ailleurs. Et puis alors, il y a le monde arabo-islamique, où il y a, etc., etc. Tout ça, c'est du pipeau, c'est des amalgames, c'est de la violence. N'est-ce pas? La réalité, c'est que la diversité culturelle, c'est d'abord et avant tout la diversité des personnes. C'est d'abord et avant tout la diversité des personnes. C'est ensuite la diversité j'appellerais ça des disciplines, des domaines. Et après, c'est la diversité des milieux. Je ne dis pas des cultures, mais des milieux qui sont toujours, le milieu culturel, sont des milieux bricolés, où il y a le pire et le meilleur qui se partagent. Je vous prends un exemple. Je travaille dans un quartier d'une petite ville qui est hors de Fribourg, où il y a beaucoup de diversité d'origine, donc de migrants, première, deuxième, troisième génération. Et là, du coup, ils vont dire qu'il y a les Portugais qui sont majoritaires, il y a les gens qui viennent, il y a les gens qui viennent du Sri Lanka. Un ami qui est réfugié politique du Sri Lanka, qui a fait 2 ans d'itinérance avant d'arriver là, il est depuis 7 ans. Et oui, mais lui, il vient du Sri Lanka, mais il est singalais pour avoir pris parti pour les Tamouls, il s'est fait maltraiter, son frère est mort sous la torture, sa femme, il est catholique, sa femme est bouddhiste, avec une tradition très orthodoxe dans le bouddhisme, et puis leur fils qui a maintenant 10 ans, lui, il prend évidemment la culture bricolée qui est dans l'école. Quand je dis bricolée, c'est pas péjoratif, c'est des choses excellentes. Voilà. Et quand il parle d'un copain, sa maman lui demande, il a la peau noire ou je peux regarder. donc à l'intérieur, après on va dire, vous voyez, il y a la culture sri-lankaise, c'est déjà faux parce qu'il y a au moins 3 grandes communautés au Sri Lanka, Tamoul, Singalais et musulmans, entre guillemets, n'est-ce pas? Et puis en plus de ça, à l'intérieur même de la famille, vous avez cette diversité qui est fondamentale, hein, qui n'est pas accessoire, qui n'est pas une sous-classe, elle est plus importante même. Et comment est-ce qu'ils vont communiquer, ces trois-là? Et comment ils vont communiquer avec, des voisins qui ont été tamouls, très, très revendicateurs du point de vue politique et qui gardent peut-être ça, mais qui toujours, au lieu d'être en Suisse, ils sont sur Internet et ils sont toujours dans leur pays alors qu'ils vivent là, etc. Eh bien, ça va être sur des débats de valeurs, des débats qui touchent à l'universalité. Autrement dit, on peut prendre l'universalité sous plusieurs dimensions. Il y a une universalité qu'on pourrait dire en extension, c'est-à-dire, oui, on arrive à faire une œuvre qui est reconnue, je venais de dire, hein, à valeur universelle parce que voilà, elle est authentifiée comme telle. Mais l'universalité, c'est d'abord quelque chose de plus fondamental que ça. Parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'œuvres qui n'ont pas été reconnues, puis qui ont disparu et qui avaient sans doute valeur universelle, y compris ces histoires de génocide, je vous dis, qui sont difficilement audibles, n'est-ce pas, pour certaines, et des gens qui sont morts avec leurs œuvres. Mais ou l'évolution des goûts académiques. Hein. Comment? Et l'évolution des goûts académiques, même sans aller si loin. Oui. Les peintres qui d'un seul coup, en 50 ans, ont disparu, et on les met au sommet de ce qui est regardable maintenant. Donc vous pouvez avoir une caution, qu'on pourrait appeler académique ou institutionnelle, puisqu'il n'y a pas que l'académie, il y a d'autres types d'institutions, c'est peut aussi une caution scolaire, ou une caution régionale, ou etc. Ça peut être une caution religieuse dans un domaine. Voilà. D'une communauté scientifique, mais pas forcément universitaire aussi. Bref, ça peut être une caution aussi intérieure du mouvement social qui s'autoproclame et qui acquiert une certaine légitimité. Mais l'universel est à un autre niveau du point de vue philosophique et c'est ça qui nous intéresse dans l'expérience qu'on en a et aussi ce qu'on veut transmettre à ses enfants, parce que vous n'avez pas forcément envie que vos enfants entrent à l'académie, si j'ose dire. Vous avez envie qu'ils soient heureux. Or, pour qu'ils soient heureux, peut-être qu'ils vont devenir l'un cuisinier, voilà. Et l'autre, peu importe quoi, n'est-ce pas? Donc vous avez envie qu'ils trouvent le sens de leur vie, leur sens de leur sensualité, leur sens de leur intelligence, de leur intuition, de l'amour, de la tendresse, du temps, etc. Donc, je disais tout à l'heure, l'universalité, c'est quand on touche aux valeurs universelles qui sont intimes. Alors, quand vous avez quelque chose de très intime, qu'est-ce que vous faites?
que vous voulez le partager. Je ne vous repose pas la question du livre tout à l'heure. Quand on a quelque chose d'intérieur, on peut l'extérioriser. D'accord? En latin, inter, c'est dedans. Intérieur, c'est le comparatif. Intimus, intime, c'est ce qu'il y a au plus dedans du dedans. Quand on a quelque chose qui est à l'intérieur, donc bien dedans, on peut le mettre bien dehors et l'extérioriser. Mais quand on a quelque chose d'intime, qui va beaucoup plus loin, parce que dans la notion d'intime, il y a la notion de secret. Hein, c'est encore la même idée de cacher. Est-ce que je peux exprimer un secret? Alors je pourrais l'exprimer dans l'alcôve, hein, dans une relation intime, qui reste complètement intime et qui est dans cet ordre du secret, donc d'un secret à deux. Mais dans la création artistique, est-ce qu'on cherche pas cette intimité? On la cherche aussi, on peut faire évidemment de la musique entre amis très très proches, c'est merveilleux, j'imagine. Mais on cherche justement dans un grand espace. Est-ce que l'intime, on le laisse complètement de côté et on fait de l'académie? Mais quel est l'inverse? Pourquoi est-ce que dans la langue française et dans les autres langues latines, on n'a pas l'habitude d'employer le terme extime? Et Lacan l'a employé dans un de ses séminaires. François Julien l'utilise aussi de temps en temps, quelques auteurs. Mais on ne l'utilise pas, et pourtant, quand il y a une souffrance tellement forte, soit d'un traumatisme, je l'ai évoqué tout à l'heure, soit la souffrance de vouloir dire, hein, comme Cézanne, qui voulait toujours peindre une montagne sans lumière, et qui cherchait une formule, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une souffrance, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit être dit et qui semble absolument important. Et après, il va extimiser, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire à mettre sur une toile ou mettre dans un tas d'encre sèche sur du papier ou le mettre dans une cuisine, un repas familial tout à fait vécu comme unique et vital et fondamental, ou dans toute autre activité, qu'on arrive à mettre quelque chose d'intime qui peut être partagé. Si bien que une personne qui vient au théâtre, qui s'assoit sur un fauteuil, et il n'y a pas les artistes et le public, n'est-ce pas? Parce que qui est-ce qui est public? Ben, c'est d'abord les artistes. C'est eux qui jouent un rôle public. Voilà. Et donc les gens qui viennent, ils sont des gens qui sont invités, voilà, qui se sont invités, qui sont invités d'abord à participer à ce théâtre. Et l'activité devient publique au moment où ça fonctionne, c'est-à-dire que dans cette pièce de théâtre, les écritures se répondent, les écritures corporelles, les écritures du texte, les écritures du lieu, de l'architecture, etc., se répondent, et que voilà des gens qui sont invités, qui vont être vraiment émus, bouleversés, travaillés par cette pièce de théâtre, où ils vont apprendre une autre façon d'être émus, ou de pleurer, ou de rire, une autre façon de regarder leur enfant, une autre façon de... etc. etc. Oui. Et à ce moment-là, vous avez une valeur universelle, même si peut-être celle-là ne sera jamais répétée. En général, on essaie de répéter, c'est ça bien le rôle du théâtre, pour arriver à un moment donné au juste ton. Mais le juste ton qui aura été vécu à une représentation, c'est pas dit qu'on va l'avoir le lendemain, parce qu'on n'est plus les mêmes, parce que les autres sont plus les mêmes, parce que les gens qui sont là sont plus les mêmes, etc. Et donc il faut la réinventer chaque fois. Donc c'est cet universel-là qu'on cherche, donc d'une excellence, encore une fois, une excellence qui est relative, mais pas moins excellente pour autant, puisque la référence c'est quoi? Eh ben, c'est la jouissance des personnes qui s'épanouissent par ces expériences et qui développent leur capacité.